Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, merci de nous recevoir. Nous sommes toujours ici en direct du salon SME, une bulle d'oxygène, d'ondes positives et d'entrepreneurs survitaminés qui sont là pour partager, pour rencontrer, pour découvrir, se rencontrer entre eux déjà, partager leur expérience et puis rencontrer des experts au sein de conférences ou des entreprises pour les accompagner. Nous allons parler du doute dans l'entrepreneur. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir avec moi sur ce plateau Flora Bernard et Céline Lazorte. Flora Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes alors philosophe et présidente de TAE, qui est une entreprise qui accompagne les sociétés vers plus de sens dans leur fonctionnement. Comment est née cette idée? Comment vous est venue l'idée de TAE? Elle est née d'une rencontre en fait. Elle est née d'une rencontre avec une jeune philosophe qui terminait ses études de philosophie, qui venait juste de commencer à travailler et qui en fait avait envie de faire sortir la philosophie dans la cité, comme le faisait Socrate à l'époque. Moi, ça faisait 15 ans que je travaillais dans le secteur du développement durable en entreprise. Et j'avais très envie de retravailler sur les questions de sens. Et moi, j'ai toujours été attirée par la philosophie pratique, c'est-à-dire les philosophes de l'Antiquité, les Marc Aurèle, les Sénèque, les Épictète, pour qui la philosophie était vraiment... où la philosophie avait pour ambition d'aider à vivre. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement concret et pratique. Donc avec Marion, mon associé, quand on s'est rencontrés, on s'est vraiment retrouvés sur cette dimension pratique de la philosophie. Et comme je connaissais le monde de l'entreprise, on s'est dit que c'était important de proposer, de redonner de la pensée, de redonner du sens au monde de l'entreprise qui va très vite et qui se pose rarement pour penser ce qu'il fait. Et comment a été perçu lors de vos premières approches auprès de ce monde de l'entrepreneuriat, lorsque vous leur avez parlé philosophie, lorsque vous leur avez parlé quête de sens? Comment a été perçue votre approche? Alors, sur la quête de sens, je dois dire qu'il y avait un accueil très favorable parce que, en particulier pour les grandes entreprises, je pense, c'est peut-être différent pour les plus petites entreprises, mais pour les grandes entreprises, je pense qu'il y a vraiment un souci de sens, il y a un manque de sens. Et finalement, au quotidien, c'est ce qui compte le plus pour des personnes qui vont travailler, c'est le sens, c'est l'utilité. Vous avez connaissance de ce livre qui vient de sortir de David Graeber, Bullshit Jobs. Il y a un tiers des personnes qui font des boulots qui n'ont pas de sens, ou qu'ils n'estiment, parce que c'est ça sa définition, qu'ils n'estiment pas avoir de sens ou qu'ils estiment être inutiles. Vous vous rendez compte? Un tiers, c'est énorme. C'est énorme. Donc, sur la question du manque de sens et donc du besoin de redonner du sens, il y avait vraiment une grande écoute, je dirais, de la part des entreprises. Après, quand je mentionnais le mot philosophie, on me regardait avec un air amusé, en se disant, bon, elle est gentille, on va l'écouter. C'est pas très digital connected et ce genre de choses. Oui, et en plus, notre pratique de la philosophie est en présentiel, en petits groupes. Donc, on est complètement à l'encontre de toute la vague digitale du moment. Mais voilà, c'est ce en quoi on croit. On croit que la pensée doit aussi passer par ce temps un petit peu long. Nos ateliers philosophiques durent 3 heures. On ne regarde pas son téléphone portable pendant son atelier. Enfin, vous voyez, c'est aussi un temps qu'on se redonne à soi-même pour retrouver le plaisir et le bonheur de penser par soi-même et en même temps de penser avec les autres, puisque les ateliers philosophiques que j'anime sont en groupe, en collectif, et donc on pense ensemble des enjeux de l'entreprise. On va repenser ensemble le sens de la performance, le sens de l'innovation, le sens de l'agilité, de la confiance ou du courage dont on parlait tout à l'heure. Vous pensez qu'avec l'avènement du digital, la notion de philosophie et de sens dans les sociétés et dans les entreprises devient plus important? Est-ce que le digital nous coupe justement de cette réflexion du vivre ensemble, de ce contact que nous pouvons avoir? Le digital, c'est une technologie et je pense qu'il faut remettre à sa place la technologie. Ce n'est qu'une technologie et donc elle peut être bien utilisée ou pas bien utilisée. Voilà, elle est neutre en tant que telle. Et donc, derrière tout usage de technologie, il y a le sens qu'on y met. Et si donc la technologie remplace les relations humaines, oui, je pense qu'on a un problème. Si la technologie permet de favoriser les relations humaines, au bout du compte, c'est ça qui compte quand même, c'est la relation, c'est pas le digital. Donc la question à se poser, je pense, c'est au service de quoi? Au service de quoi
est le digital. Alors justement, transition toute trouvée. Céline Lazorte, merci. Je crois qu'il n'y a plus une seule fête d'anniversaire aujourd'hui en France. Je crois qu'il n'y a plus une seule personne qui a envie de traverser l'Himalaya en patin à roulettes, qui n'ait pas envie de vous dire merci. Vous êtes celle qui a pensé, qui a fondé, qui a créé la cagnotte en ligne Litchi. Comment est venue l'idée? Un besoin sans doute à un moment donné? Bonjour. Effectivement, il faut revenir quelques années en arrière. J'étais étudiante en école de commerce et j'ai organisé le week-end d'intégration de ma promo. Donc, en fait, c'est 2 jours où les étudiants partent tous ensemble faire du sport, faire la fête et apprendre à se connaître. Et donc, il fallait collecter un petit peu d'argent auprès de chacun pour pouvoir financer le week-end. Et donc, avec ma petite enveloppe, je suis partie collecter les sous. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée de Litchi, d'un service de cagnotte en ligne, donc d'un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs en ligne, m'est venue. Il n'y avait aucune offre. Et donc, je me suis dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Je vais essayer de lancer ce service. Et donc, Litchi s'est lancé en novembre 2009, il y a maintenant 9 ans. Vous avez été racheté il n'y a pas très longtemps, en 2015. Ça, c'est l'avènement d'une réussite, d'être repris par un groupe, en plus Crédit Mutuel Arkea, donc quand même une structure. Est-ce que c'était la finalité que vous vous étiez décidé dès le début de la création? Je crois honnêtement pas. Je pense qu'on a cherché dans ce partenariat industriel à avoir à nos côtés le meilleur partenaire pour nous aider et nous permettre de développer notre aventure. Si j'avais cherché à vendre, je serais partie il y a 3 ans. Moi, mon idée, elle était vraiment d'avoir le meilleur partenaire qui me permette de développer Litchi et de développer MangoPay, qui est notre activité B2B, solution de paiement à destination des marketplaces. Donc vraiment cette volonté de développer ces 2 activités en Europe, devenir leader de notre marché. Et le groupe pouvait nous apporter évidemment du financement, de la technologie et du savoir-faire. Donc on s'est tapé dans la main en se disant on a envie de construire cette aventure ensemble. Et vous restez évidemment à la direction de ce groupe que vous avez créé, évidemment, y compris après le rachat. Lorsque vous avez créé, lorsque vous étiez avec votre petite enveloppe là, étudiante, est-ce que vous pensiez parvenir aujourd'hui à ce qu'est Litchi, qui a un vrai sens social, presque? Enfin, vous rendez un nombre de services incroyables à des millions de gens. Est-ce que vous aviez cette vision-là? C'est vrai que Litchi aujourd'hui, c'est 12 millions de clients. C'est en 2018 200 millions d'euros la cagnotte collectée. C'est 50 millions d'euros sur ces 200 qui sont pour des projets solidaires. Donc c'est vrai que parfois on change la vie des gens, ou en tout cas le service leur permet de changer leur vie. Évidemment, je rêvais de ça, mais je n'osais même pas, on va dire, l'imaginer. C'était, pour moi, l'idée, c'était vraiment de dire, j'ai ce besoin de collecter de l'argent à plusieurs, parfois pour un cadeau d'anniversaire, parfois pour un enterrement de vie de jeune fille, parfois pour une association. Donc, peut-être je ne suis pas la seule à avoir ce besoin, donc je vais le mettre en réalité, en exergue, grâce au digital, et puis on verra bien où cette aventure me mène. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance qu'en 10 ans, enfin en 9 ans, le développement soit absolument extraordinaire, et j'ai encore la conviction, si je dois vous faire une confidence, que ça n'est que le début. Numéro 1 mondial, bientôt, c'est votre objectif? Non, mon objectif, il est surtout de proposer le service à un plus large public possible et de répondre à un besoin et de rendre service. Alors, effectivement, derrière cette réussite, on va rentrer un peu dans l'arrière-boutique. J'imagine que tout ne s'est pas fait en claquant des doigts, tranquillement installé dans un canapé. On a eu l'occasion d'en parler très longuement durant ces 2 jours ici. La vie d'entrepreneur, c'est les montagnes russes. Il y a de la réussite et puis des choses qui réussissent moins bien. Et quand on est plutôt sur le bas de cette montagne russe, il y a le doute qui s'installe. Est-ce qu'à un moment donné, ce doute-là vous a amené à penser à devoir arrêter? Je crois d'abord que le doute, il est présent tout le temps et c'est sain qu'il soit présent tout le temps. Il nous guide, il nous permet de construire une histoire. Je crois que l'entrepreneur, il va d'échec en échec en étant heureux et avec philosophie. Donc pour moi, c'est ça d'entreprendre. C'est qu'en fait, on ne sait jamais quel va être notre futur. On ne sait jamais comment on va y arriver. On a seulement énormément de volonté. Et puis après, il faut s'accrocher. Pour moi, c'était à la conviction de Litchi, c'était à nos clients, à mon équipe. Et c'est ça qui m'a permis de développer cette histoire. Après, quelle que soit, on va dire, l'étape où on en est, la vie, elle est faite de doutes et je crois que c'est sain.
Flora Bernard, le doute, c'est une impression positive ou négative? Est-ce qu'il est positif de douter ou est-ce qu'il est négatif de douter? Le doute, c'est une incertitude. C'est une incertitude sur ce qu'il convient de faire, donc sur l'action juste ou la bonne action. C'est une incertitude sur ce qu'il convient de penser. Enfin, ça peut concerner la pensée ou l'action. Et donc, en fait, le doute, pour moi, il révèle un dilemme, presque un dilemme éthique. Qu'est-ce que c'est qu'un dilemme éthique? C'est un conflit entre deux valeurs qui sont tout aussi importantes pour moi en réalité. C'est pour ça qu'il y a dilemme, c'est que je peux défendre A comme je peux défendre B. Et dans le doute, je regarde ces deux options d'action, puisque d'un conflit de valeurs naissent deux possibilités d'action, et je ne sais plus quoi faire. C'est ça le doute. Et je pense que le doute, il remet de l'espace. Encore une fois, on nous demande en tant qu'entrepreneur d'aller vite, et le monde autour de nous va vite, et on se laisse très vite engouffrer dans cette exigence de rapidité. Et donc le doute, il permet de ralentir. Je trouve que c'est bien de ralentir pour se redemander. C'est une ceinture de sécurité de douter. En quelque sorte, oui. Et c'est le questionnement de nos certitudes. Et ça, je trouve ça extrêmement sain. Évidemment qu'on se sent mieux quand on a confiance en soi. Évidemment qu'on se sent mieux quand on est investi par notre intuition et que tout roule. Mais je pense que c'est intéressant de réinvestir le doute justement de quelque chose de positif. Mais pour les philosophes, il est très positif le doute. D'ailleurs, sans doute, il n'y a pas de philosophie. La philosophie, c'est ça. C'est de réinterroger nos certitudes, réinterroger les évidences avec lesquelles on avance et dont on a évidemment besoin. Heureusement que Céline, elle a certaines évidences sur comment fonctionne une entreprise, sinon elle ne ferait rien. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai un certain nombre d'évidences avec lesquelles j'avance. Mais pouvoir re-questionner ces évidences et donc être dans des moments de doute nous permet de prendre de la hauteur ou prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et ça, je trouve ça extrêmement sain, si tant est que le doute ne nous paralyse pas, puisqu'il a quand même possiblement cet effet-là. C'est-à-dire que devant il faut instaurer dans le doute une valeur positive. Je doute, donc je suis. Une espèce de paraphrase métaphysique, mais qui au final dit tout ce que l'on explique là. C'est-à-dire, si vous doutez, finalement, c'est que vous existez. Oui, c'est ça. Je l'instaurerais presque en tant qu'entrepreneur. Oui, je l'instaurerais presque comme méthode. Vous sentez, parce que le doute, c'est quoi? C'est presque une émotion, en fait. Vous ne pouvez... il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire contre le doute. C'est comme la colère, la tristesse ou la joie. Ça vient, ça ne dépend pas de vous. Hein, vous connaissez peut-être la distinction que les stoïciens faisaient entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ils nous invitaient à porter notre attention, notre énergie et notre temps sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire quasiment pas grand-chose si ce n'est nos jugements, et de ne pas trop nous soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui se passe à l'extérieur, les sentiments que les autres peuvent ressentir à notre égard. Voilà. Donc les émotions ne dépendent pas de nous. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est ce qu'on va en faire. Donc le fait de ressentir du doute ne dépend pas de moi, ça vient à moi, mais ce que je vais en faire, la valeur que je vais lui donner, l'attention que je vais lui accorder, ça dépend de moi. Et c'est là où la raison entre en jeu. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Céline Lazorde, comment vous avez travaillé justement face à ces phases de doute? Comment vous les avez accueillies? Je suppose de façon très positive, sinon vous seriez peut-être seriez pas dans ce siège-là. Je sais pas, je pense que en fonction des doutes, j'ai essayé de trouver des éléments qui pouvaient me rassurer. Alors parfois on y arrive et puis parfois on n'y arrive pas. Souvent ça a été par mes clients, par ce que je peux apporter. Je racontais tout à l'heure à la conférence que quand j'avais des doutes, au début je faisais défiler les cagnottes Litchi pour voir en fait. Pour se rassurer. Voilà, pour voir mes clients heureux, pour voir que je rendais un service, pour voir qu'on répondait à un besoin, pour voir que les choses étaient là et bien réelles. Ça a pu aussi être en m'entourant de gens positifs, avec mes collaborateurs, de
parfois on doute et c'est sain d'en parler autour de soi, d'échanger, de dire bah tiens, il y a tel point, je suis pas sûre, qu'est-ce que tu en penses, ou bah là je suis fatiguée, etc. Donc de partager ça, je crois que c'est l'aventure humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on entreprend, c'est cette idée de réussir ensemble. Et puis parfois on n'y arrive pas, alors bah, dans ces cas-là, on fait un bon dîner avec ses copains, on mate un film et puis le lendemain ça va mieux, quoi. Je pense qu'en fait, il s'agit surtout avec le doute d'accepter l'inconfort, parce que c'est inconfortable de douter. Il faut pas le nier, il ne faut pas transformer le doute en cette espèce d'état de joyeux. Enfin, c'est inconfortable. Mais c'est ça que le doute nous apporte. Il nous permet de reconsidérer les zones de confort dans lesquelles on se situe et qui peuvent parfois nous endormir. Et d'ailleurs, la vie d'un entrepreneur est inconfortable, toujours. Si elle est confortable, c'est qu'il y a du souci à se faire. C'est exactement ce que j'allais dire, et c'est d'ailleurs le message qu'on peut transmettre à ceux qui souhaitent entreprendre. Entreprendre, c'est gérer des situations d'inconfort et être constamment dans cette zone d'inconfort. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est un peu comme un sportif de haut niveau qui va se faire mal à l'entraînement tout au long pour arriver justement à aller chercher une médaille, etc. Et est-ce qu'on s'habitue ? Puisque vous avez créé Litchi en 2009, nous sommes en 2018. Est-ce qu'on s'habitue à cette zone d'inconfort-là ? Ou est-ce qu'au contraire, on a appris à mettre un mouchoir dessus, ça fait mal, mais on le voit moins ? Alors, je crois qu'il ne faut pas mettre de mouchoir dessus parce que sinon, en fait, elle n'est plus utile. Par contre, je crois qu'effectivement, on s'y habitue et j'aurais tendance à dire qu'on peut même l'apprécier. Que finalement, elle devient notre compagnon de route. Et c'est ce que je disais au début. Pour moi, le doute, c'est ce qui borne mon chemin. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je crois être une bonne dirigeante parce que je doute, parce que je me pose des questions, parce que j'interroge mes certitudes, parce que de temps en temps, je vois des signaux faibles qui m'indiquent que je dois y porter mon attention. Donc on devient finalement amis avec ce doute, ou en tout cas, ça devient notre compagnon de route. Et je crois qu'il est sain quand on sait bien l'adresser et le dompter. Très bien. Je vous remercie infiniment, Céline Lazorte, fondatrice donc de Litchi Group. Bonne continuation pour la suite. Merci infiniment, Flora Bernard, d'avoir été avec nous et d'apporter un peu de philosophie dans cette vie. Nous, il n'y a rien de philosophique. La vidéo va s'arrêter, puis vous allez cliquer sur une autre vidéo et nous continuerons à partager encore des valeurs qui, elles, resteront positives évidemment et des informations très intéressantes pour nos amis entrepreneurs, toujours en direct du salon SME.